va Caro, tu te sens prêt? Salut l'équipage, c'est Ika. Aujourd'hui, on est au Genesis Gym à Londres. On va à la rencontre de Marco. Il était consultant, il est devenu bodybuilder. Alors vous êtes prêts? Salut Marco. Salut Ika, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de participer à cet épisode du Cap. Déjà, pour commencer l'équipage, j'aimerais vraiment dire quelque chose. Ce projet, je l'ai en tête depuis à peu près 1 an. Et la première personne à qui j'ai demandé de participer, c'est Marco. Et après, du coup, 5 mois depuis la création de la chaîne YouTube, j'ai enfin réussi à venir à Londres pour venir te voir. Et ça, c'est assez mémorable. Effectivement, bienvenue. Merci beaucoup. Donc là, on est au Genesis Club, on est dans ton antre, Marco. Et moi, j'aimerais d'abord, évidemment, commencer par la première question. Quand est-ce que tu as commencé la muscu? Alors la muscu, j'ai commencé assez tôt. Il me semble que j'avais 14 ans. À l'époque, je jouais au rugby. Et c'est les classes d'âge où tu commences un petit peu à essayer de t'étoffer parce que le jeu devient un petit peu plus brutal. Ouais. Et dès les premiers entraînements, j'ai compris que moi, j'adorais ça. Je me souviens à l'époque, j'adulais les joueurs de rugby qui étaient plutôt tankés. Je regardais le catch à la télé comme tous les gamins. Ouais. Et j'aimais bien ces physiques et l'entraînement m'a plu autant que le rugby, quoi. Okay, et donc c'est vrai que j'ai commencé très très tôt. Par contre, le bodybuilding en tant que tel, j'ai commencé quand j'ai arrêté le rugby environ vers 2015. 2015. C'est quand tu avais 14 ans, ça veut dire que tu étais quoi? Tu étais au collège? Ouais, on était peut-être le début du lycée en seconde. Et donc tu as continué genre muscu et rugby en parallèle? J'ai fait de la muscu pour être meilleur au rugby, donc vraiment des programmes qui étaient orientés vers le rugby, notamment que j'ai eu quand j'étais en Nouvelle-Zélande, où j'étais dans un club pro avec les Tasman Makos, et du coup on avait un peu tout qui était organisé comme ça. Et c'est vrai que c'est un changement total d'entraînement par rapport au sport que je fais à l'heure actuelle. Donc à partir de 2015, il y a vraiment eu une sorte de switch vers le bodybuilding en tant que tel, c'est pas du tout le même type d'entraînement. Ok. Et au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait? C'est ton parcours exactement? Alors j'ai grandi à Toulouse, j'ai fait une prépa éco à Toulouse aussi, et ensuite je suis allé à l'EM Lyon, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc j'ai fait mon parcours classique à l'EM, et j'ai eu mon diplôme en 2016. À la suite de quoi je suis venu travailler à Londres ici en consulting. Donc moi je me souviens de toi à l'EM, donc déjà parce qu'on joue au rugby ensemble, mais aussi moi je me souviens de toi avec tes tupperwares de poulet, et je me demandais comment tu arrivais à allier déjà la prépa avec ta passion pour le sport, la muscu, et ensuite j'imagine, moi je connais ta carrière du coup, mais ensuite au niveau de ta carrière professionnelle, comment tu arrivais à allier les deux, quoi? Alors c'est marrant parce que tu m'as rencontré en fait quand juste après que je sois rentré en contact avec le monde du bodybuilding, parce que j'ai connu ça ici même en 2015 quand je suis venu faire un stage de 6 mois à Londres. C'était pendant l'année de césure, et c'est là où je me suis vraiment, j'ai pas joué au rugby à Londres, et je me suis dit, je suis venu dans cette salle, j'ai découvert ce monde et ça m'a beaucoup plu, et j'ai vraiment adopté tous les codes, hein, donc l'entraînement, mais aussi le lifestyle qui va avec, quoi, la diète et choses comme ça. Je me suis rendu compte que plus tu mangeais, plus tu étais fort, plus tu étais à l'aise, et donc c'est quelque chose que j'ai adopté, que j'ai gardé avec moi. Quand je suis allé ensuite au Japon pendant 4 mois en échange, c'est quelque chose que j'ai aussi appliqué. Là-bas, ça m'a beaucoup aidé en fait d'être 4 mois en immersion au Japon, parce que c'est un mode de vie tellement différent dans lequel j'avais beaucoup de mal à m'adapter, que j'avais pas beaucoup de distractions, j'avais pas beaucoup de cravings, tu vois, de trucs qui avaient l'air bons partout. Honnêtement, je suis pas très fan de la nourriture japonaise, à part. Quand même. Ouais, je sais. Et du coup, là-bas, en fait, c'est là où j'ai appris que vraiment, je devais préparer toute ma nourriture tout le temps. Et j'ai pris l'habitude. Et ensuite, quand je suis revenu, c'est là qu'on s'est rencontrés à l'EM. Et j'avais déjà toutes ces habitudes qui étaient là, quoi, qui étaient prêtes. Mais comme tu disais, au niveau de l'entraînement l'entraînement pur, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Je pense que je suis un des seuls élèves de prépa à avoir continué à m'entraîner tous les jours, même littéralement le seul moment où j'ai arrêté, c'est pendant les concours, quoi. D'accord. Et ça t'a fait du mal un peu? J'avais d'autres préoccupations. J'imagine. Après l'EM, comment ça s'est passé au niveau professionnel déjà? Alors après l'EM, en 2016 j'ai eu mon diplôme. Je me suis dit que j'allais revenir à Londres parce que ça m'avait beaucoup plu, et notamment, très honnêtement, cet endroit était une grosse partie de ma décision parce que j'avais envie de revenir ici. J'ai trouvé un job en consulting en stratégie, et j'ai passé 3 ans et demi, 4 ans dans ce job. Qui a été très très intense. Je travaillais dans une boîte en fait qui avait un pôle de consulting en stratégie qui était imbriqué dans la boîte en tant que telle. Donc on avait toutes les lines of business qui venaient vers nous avec des projets stratégiques et ainsi de suite. Et donc j'ai travaillé là-dedans pendant 4 ans. Ça a été assez intense et j'ai appris beaucoup.
Et j'ai eu pas mal de désillusions aussi sur cet aspect du monde professionnel, dans le sens où j'ai fait des missions, par exemple sur la dernière année, où on a dû licencier plusieurs milliers de personnes dans la boîte. On a passé 1 an à faire ça, des projets horribles, on travaillait énormément, il y avait des heures pas possibles. Donc moi j'étais tout doucement un peu écœuré de ce que je faisais. Okay. Je me suis fait un peu avoir par le management, dans le sens où moi-même, on m'a un peu brisé mes espérances professionnelles dans cette entreprise-là. On m'avait promis des choses qui s'avéraient être pas possibles depuis le début. Je suis tombé là-dessus un peu par hasard en ouvrant un document. Je me suis rendu compte qu'il y avait une carotte au bout du bâton qui était pas du tout accessible. En fait, on m'avait promis un poste à Dubaï et en fait, on fermait les bureaux de Dubaï depuis 6 mois et j'étais pas au courant. J'ai été très déçu et du coup, tout s'est un peu impliqué pour que j'en ai marre de ce monde-là au bout de 4 ans, quoi. Donc quand la mission s'est terminée, j'ai décidé de démissionner. Et c'était le déclic. Quand est-ce que tu t'es dit, je vais faire ma carrière donc maintenant dans le bodybuilding? Pourquoi t'es pas retourné dans un autre cabinet par exemple? J'ai pas du tout eu cette approche-là, dans le sens où j'ai vu pas mal de tes vidéos où les gens étaient passionnés, ils se sont dit, moi j'ai envie que ça marche dans ce domaine-là. Quand j'ai démissionné personnellement, c'était vraiment une sorte d'écœurement professionnel de ce que je faisais. J'avais pas vraiment d'ambition ou de but précis, c'est juste qu'à ce moment-là, je venais faire mon premier show en bodybuilding aussi. Ah, t'avais fait les deux en parallèle? J'ai fait les deux en parallèle, notamment le job de consulting qui avait été assez épuisant, plus la prep à côté. C'était une des choses les plus épuisantes que j'ai fait de ma vie. C'était vraiment très très difficile et pas soutenable. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un des deux aspects qui me rendait très heureux, qui m'accomplissait en tant que personne, en tant qu'athlète, je me suis dit, je suis vraiment en train de faire ce qui me plaît le plus, ce que j'ai envie de faire. Et littéralement, j'ai l'impression que je suis né pour ça. Et de l'autre côté, je passais 15 heures par jour à faire un truc qui m'écœurait et qui me prenait en plus de ma passion et qui m'empêchait d'être aussi bon que ce que je voulais. Donc quand le premier show s'est fini et que juste après j'ai décidé de démissionner, je me suis dit je me donne 3 mois et je vais juste penser à mon avenir et je vais me préparer pour mon prochain show aussi. J'ai 3 mois où je peux être un athlète, ça va être trop cool, j'ai un peu d'argent devant moi, ça va être tranquille. Et puis après, au bout de 3 mois, je vais regarder où j'en suis et puis probablement je vais reprendre un job corporate. Sauf que les choses évidemment se passent jamais comme prévu. C'est-à-dire que j'ai fait ça en janvier 2020 et 3 mois plus tard, c'était mars-avril 2020 et c'est le Covid. Toutes les opportunités professionnelles se ferment un petit peu. On est à l'époque où, moi je suis rentré en France pendant 1 mois je suis rentré 1 heure avant qu'ils ferment la frontière littéralement. C'était un bazar pas possible, personne ne savait ce qui allait se passer. Donc là j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire, je pouvais même pas m'entraîner en vrai. La vie en a un peu décidé pour moi dans le sens où j'ai attrapé le Covid et ça a été un Covid assez mauvais. J'ai eu une très mauvaise expérience d'effets secondaires. J'ai développé des caillots sanguins. Okay. Et j'ai fini à l'hôpital, j'ai passé à peu près 2 semaines à l'hôpital en soins intensifs. Les 3-4 premiers jours, ils ne savaient pas s'ils devaient me couper ma jambe ou pas. Ça a été assez stressant. Moi, j'ai vu pas mal de choses défiler devant mes yeux et je me suis rendu compte que ce qui revenait le plus dans mes réflexions, c'était « mais attends, est-ce que je vais pouvoir continuer à m'entraîner comme j'aime ?» Et c'était vraiment le truc qui m'obnubilait le plus. Il faut absolument que je garde ma jambe, que je garde ma santé, parce que ce que j'aime faire requiert que je sois capable de le faire. Et j'ai pas pensé à ma carrière professionnelle, à quoi que ce soit, je voulais juste être en bonne santé pour pouvoir m'entraîner. C'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui me taraudait dans cette passion-là, quoi. Donc ça a été un peu complexe dans le sens où 2020, après ça, j'ai un peu galéré, quoi. J'ai traîné les pieds. Le Covid m'a vraiment un peu massacré au niveau de mon énergie et tout. Et puis j'ai quand même perdu du poids, Mais la seule chose qui m'a tenu en place, c'était la structure de mon entraînement, le fait que j'avais envie d'y retourner, de repartir au charbon. Le jour où ils m'ont laissé sortir de l'hôpital, le lendemain, j'avais mes béquilles et je suis retourné à la salle et j'étais assis sur un tabouret parce que je pouvais pas être debout et j'essayais de choper les haltères et de faire quoi que ce soit. Et Dan, que tu as rencontré, avec qui on a fait la séance tout à l'heure, il m'a beaucoup aidé là-dedans parce qu'il était là, il faisait en sorte que ma structure elle soit là tous les jours, il m'encourageait tous les jours. Et c'est là où on a pu vérifier un vieil adage que beaucoup d'athlètes connaissent, qui est que si tu te bases uniquement sur la motivation, tu vas pas aller très loin. Parce que la motivation, ça vient et ça part. Mais la structure, c'est quelque chose qui te fait avancer dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et nous, on avait la structure, mais aucune motivation. Et la motivation, en fait, ça compte pas. Et la structure a fait qu'au bout de 5-6 mois à répéter, à se battre contre mon corps, contre mon manque d'énergie et ainsi de suite, en fait, les choses ont reprise. Et elles ont repris carrément bien et après on a eu une super année 2021 grâce à ça.
Et alors du coup, moi j'aurais bien voulu revenir sur les débuts du bodybuilding pour toi. Pas vraiment de la muscu, vraiment du bodybuilding. Il y a des choses qui me taraudent un peu, genre par exemple, il y a tout ce qui va être le régime alimentaire, ça coûte super cher, et même un abonnement à la salle. Et comment financièrement tu as réussi à te débrouiller, en plus après avoir quitté ton job, comment tu as fait pour garder ce régime alimentaire, ce train de vie sans revenu fixe, quoi? Alors, le petit caveat, c'est que effectivement, ce sport, il coûte très très cher. Par contre, de par le mode de vie qui est assez restrictif, il y a beaucoup de choses que moi je fais pas, par exemple. Ouais. Donc je vais pas aller dépenser tous les samedis soirs 100-150 € dans le bar, ou alors, et après en rentrant prendre un takeaway et prendre encore 30 balles de dépenses. Ça, c'est des choses que je fais pas. Ce que j'achète, la dépense nourriture, c'est super important pour moi. Effectivement, ça coûte cher. On doit être sur du 150 à 200 pounds par semaine, parce que je mange beaucoup de protéines, je mange beaucoup et j'achète des aliments de qualité parce que ça compte. C'est des dépenses que je vois comme nécessaires, qui me rendent heureux. Ça fait partie de mon mode de vie, donc c'est pas quelque chose qui me fait grincer à chaque fois que je mets ma carte bancaire. Après, la raison pour laquelle j'avais décidé de prendre du temps avant de passer un autre corporate job quand j'ai quitté le premier, c'est parce que j'avais mis un peu d'argent de côté, et aussi parce que j'ai passé mes diplômes de coach et de personal trainer et de nutritionniste, ce qui fait que je suis capable aussi d'avoir des clients, que je fais du online coaching moi. Donc en gros, tu viens vers moi, tu as un but, tu as un objectif, et je vais t'aider à l'atteindre, que ce soit perdre du poids, gagner du muscle, être meilleur pour un lift spécial ou quoi que ce soit. Et donc on a un système de coaching en ligne où toutes les semaines on a un check-in avec mon client, mes clients, et je leur donne un programme diététique, un programme d'entraînement. Toutes les semaines on se voit une fois, on s'envoie des vidéos, on se fait un Skype, quoi que ce soit, pour que je puisse être sûr que ça avance comme il faut. Et ça, c'est le genre de revenu qui est évidemment pas du tout au niveau du consulting, mais qui me permet quand même d'à peu près équilibrer les coûts. Au-delà de ça, c'est vrai que moi, où j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai fait des bons investissements financiers, notamment en 2020, et ça m'a aidé à avoir un petit peu d'argent de côté, ce qui me permet de voir à, disons, 2-3 ans, sans avoir de pression financière. C'est-à-dire que mon loyer, mes dépenses de nourriture et d'entraînement, des choses comme ça, tout est à peu près prévu, j'ai pas ce stress-là. Donc le but, c'est pas non plus d'être absolument inactif professionnellement, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, ça me permet de me concentrer sur juste le côté athlétique et d'essayer de développer ce potentiel et de voir où ça peut m'amener avec une certaine sécurité d'esprit et financière. Et c'est marrant parce que dans l'inconscient collectif, il y a des croyances un peu sur le bodybuilding où c'est que des mâles alpha pas très futés qui soulèvent des gros poids. Protein. Et en fait, on se rend compte que, avec toi, en tout cas, c'est pas vraiment ça, quoi, parce que on sent quand même que t'es assez câblé pour pouvoir te débrouiller autant financièrement que sportivement, quoi. Déjà, c'est une bonne nouvelle si je donne une image pas trop bête. C'est quand même bien. Après, je t'avoue que si tu veux voir des imbéciles, je peux t'en trouver. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais je peux aussi trouver des médecins, des chirurgiens, je peux trouver des acteurs, je peux trouver des avocats, je peux trouver des patrons d'entreprise. Dans cette salle en particulier, il y a beaucoup de profils comme ça. Je pense qu'à partir d'un certain niveau, ce sport, qui est plus qu'un sport, qui est plutôt un style de vie, requiert quand même une certaine qualité intellectuelle. C'est-à-dire que tu dois être capable de comprendre la génétique, tu dois être capable de comprendre les mouvements musculaires, la biomécanique, tu dois être capable de comprendre l'alimentation, la nutrition, la science de la nutrition, tu dois être capable de comprendre comment marchent les hormones, tu dois être capable aussi de te remettre en question parce que c'est un sport où tu dois constamment progresser. Si tu penses que tu sais tout, tu n'avanceras plus. Alors moi en fait, il y a un sujet qui m'intrigue, c'est que quand tu prends la démarche donc de faire du bodybuilding, est-ce que c'est dans une recherche simplement d'esthétique ou également de performance? Parce que quand je vois tes vidéos, autant il y a les vidéos où tu fais du posing et tu montres simplement l'esthétique et l'image que tu dégages, autant il y a des vidéos où tu soulèves des 200 kg en squat et où il y a quand même une recherche de performance derrière. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que l'un des deux et tu es obligé d'avoir l'un pour avoir l'autre? Comment dans ta tête ça se goupille, quoi? Alors déjà 200 kilos, c'est l'échauffement. Pardon. Non, t'as complètement raison. Écoute, c'est vraiment les deux. Moi au départ, c'était uniquement le côté performance. J'adore me challenger chaque jour. C'est un truc qui me fait, mais qui rend la vie excitante pour moi. J'ai du mal à faire une activité sans la pousser au max. Si je joue à un jeu, j'ai envie de gagner ou au moins d'essayer de gagner. Quoi que ce soit que je fais, j'aime bien le pousser un petit peu. Il y a une notion qui prédomine un petit peu ce que je fais, qui est qu'il faut aller au bout de son potentiel.
Et un potentiel gâché m'énerve plus que ce que ça devrait en vérité. C'est quelque chose qui vraiment me taraude. C'est comme ça que je suis rentré dans le bodybuilding en vrai. C'est parce que c'était juste une remise en question constante de à quel point tu peux être bon, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui par rapport à hier, par rapport à la semaine dernière. C'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que tu vois ce rush d'adrénaline que tu as quand tu réussis un truc sympa, quand tu postes ta vidéo par exemple, ou que tu fais un truc un peu exceptionnel, tu as un rush, tu es fier de toi, tu as tout ce sentiment. Moi je vis ça 15 fois par jour, tous les jours. Et ça, c'est un truc que tu peux pas m'enlever. Et ça me fait avancer dans la vie, ça me rend vraiment heureux. C'est le genre de choses qui me rend heureux, qui me complètent. Après, c'est vrai que le bodybuilding en tant que tel, si tu connais pas vraiment, c'est un peu étonnant. Et je pense qu'on est tous pareils. Quand on nous a dit la première fois tu devrais concourir, on est là, mais attends, tu veux que je sois en slip sur scène et huilé, mais ça va pas. Même moi, j'ai eu la même approche de ça. Au fur et à mesure que tu fais le travail, tu te rends compte qu'en fait, tu as envie de montrer ton travail. Et c'est pas de la vanité, c'est plutôt de la fierté. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est un art en fait. C'est un art de montrer tout ce que tu as construit. J'aime ce sport parce que tu es la matière et l'artiste. Tu crées à partir de toi-même. Et c'est assez exceptionnel. Et c'est quelque chose de très difficile à répliquer dans d'autres aspects de ta vie. Mais celui-ci, en fait, il est d'autant plus intéressant que pour réussir à avoir la version finale, c'est pas seulement ce que j'ai fait, ce que tu m'as vu faire à l'entraînement pendant 2 heures par jour, c'est aussi les 22 heures autour où moi je sais que j'ai pas triché. Tu l'as pas vu en vidéo, tu l'as pas vu sur Instagram, mais j'ai fait ma diète comme il fallait, j'ai fait mon cardio, je me suis levé, je me suis reposé, j'ai fait exactement tout optimalement. Et on est en fait un petit cercle fermé de compétiteurs où il y a un respect immense entre nous parce qu'on sait qu'on est tous capables de faire ça. Et à ce moment-là, en fait, tu penses plus à regarder le physique à côté de toi et te dire est-ce que je vais avoir les armes pour le battre plutôt que de te dire regardez à quel point je suis beau et grand et fort. Je pense pas du tout à ça. Je pense juste à montre à quel point tu as travaillé dur et essaye de le montrer de la manière la plus artistique possible pour essayer d'être vu encore meilleur que le type qui a fait aussi bien que toi justement. Mais comment au quotidien, genre psychologiquement, comment tu arrives à gérer autant de pression et même de culpabilité quoi? Parce que en fait là c'est vraiment un travail à plein temps et il n'y a jamais de pause et tu prends un Kinder Pingui, c'est la fin quoi. Comment tu arrives à jouer sur ça genre? Alors il y a quand même des moments où tu peux relâcher un petit peu. C'est-à-dire que moi l'entraînement je relâche pas parce que j'adore ça. Donc je m'entraîne tous les jours quasiment. Je suis obligé de prendre un jour de repos par semaine et je dis obligé parce qu'honnêtement si je pouvais je le prendrais pas. Mais il faut quand même écouter ton corps et se reconstruire. Il y a aussi quand même, donc comme je disais, il y a des phases de relâche, hein, c'est-à-dire que toutes les semaines j'ai un cheat meal, donc ça c'est cool et je peux manger n'importe quoi et notamment en général ça va n'importe comment. Même en prep? Sauf en prep. En prep, il n'y a pas de cheat meal, il y a des refeed moments où tu sens que ton corps est en train vraiment de souffrir et tu as besoin de lui redonner un petit peu de calories. Okay. Mais en général, tu essaies de rester un petit peu clean, donc tu vas manger plutôt des plus de ce que tu manges d'habitude. Alors que là, par exemple, le week-end prochain, je vais m'envoyer un grand burger et des frites et des pizzas et ça va être stop. Okay. Et le lendemain, je vais avoir une séance de jambes extraordinaire avec une pop monstrueuse, donc j'ai hâte, tu vois. Okay. Mais le stress, en fait, comment dire, la culpabilité dont tu parlais, c'est super intéressant comme notion. Je vais peut-être être à contre-courant de beaucoup de gens qui disent moi je crois en moi-même, je crois en mon potentiel et c'est ça qui me fait avancer. Moi je crois pas du tout en mon potentiel. Je suis terrifié par le fait qu'un jour ou l'autre, on va dire mais regardez cet imposteur-là. C'est un syndrome de l'imposteur x 1000. Je suis constamment persuadé que je suis pas à la hauteur de ce qu'on pense que je suis et du coup ça me force à travailler encore plus fort tout le temps. Donc c'est-à-dire que quelqu'un de normal, j'imagine, qui se dirige vers une compétition en se disant il faut absolument que je sois le meilleur, je vais leur montrer que je suis le meilleur. Moi, je m'entraîne comme un malade et je fais pas un pas en dehors de ce qui est prévu dans ma structure parce que je me dis j'ai vraiment pas envie de me taper la honte sur scène. J'ai l'impression que j'ai rien à faire là. Il faut vraiment que je fasse tout ce que je peux pour pas être la risée du jour, quoi. Et en fait, cette peur me motive plus que pas mal de choses. Donc ce stress me motive pas mal. Oh alors l'équipage, ça vous a plu? Bon, on n'a pas pu tout mettre dans cette vidéo parce que l'entretien est assez long, mais vous inquiétez pas, dimanche prochain, 2e épisode. Alors abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être mis au courant et vous allez voir, il y a plein de surprises. Ça comment Ika? Un petit peu stressé là. Allez, bien. Enjoy. Les 6 derniers mois, j'ai eu pas mal de moments où je me suis un peu remis en question. Alors, petit défi du jour en fin de séance, on passe sur les abdos avec la roulette magique.
Alors, cap ou pas cap?